« S'il vous plaît », murmura la jeune extraterrestre entre ses lèvres ensanglantées, « quoi que vous fassiez, ne me payez pas, cela détruira tout ce que vous êtes. » Marcus Cole traversait le quartier du bazar grouillant de Nexus Drift avec la vigilance prudente d'un homme qui naviguait depuis plus de 10 ans dans les couloirs commerciaux hors la loi. La station elle-même n'était qu'une carcasse rouillée flottant dans un espace contesté, le genre d'endroit où les entreprises légitimes refusaient d'opérer et où l'autorité gouvernementale n'existait que sous forme de rumeurs lointaines. Elle était devenue un carrefour du commerce parallèle, attirant marchands et clients d'innombrables mondes qui privilégiaient la discrétion à la réglementation. Marcus était coincé là, à attendre une cargaison retardée par des absurdités administratives enfouies dans les méandres de la bureaucratie chaotique de la station. L'attente pourrait durer des jours. Rester seul dans son vaisseau n'était pas envisageable, cela risquait de le rendre fou et de le pousser à prendre de mauvaises décisions, alors il avait préféré aller faire un tour au marché. Le labyrinthe tentaculaire de stands et de vendeurs proposait tout ce qu'on pouvait imaginer, des cargaisons récupérées légitimes, des marchandises manifestement volées, des mets étranges venus de cultures inconnues, des pièces de moteur au numéro de série suspect, et des objets que Marcus s'était entraîné à ignorer complètement s'il voulait dormir sur ses deux oreilles. Il maintenait des limites personnelles, à tout le moins. Pas d'armes destinées aux conflits armés. Pas de trafic d'êtres sensibles. Rien qui puisse causer directement des souffrances. Tels étaient ses principes. Et pendant 12 ans de mission dans la bordure extérieure, il les avait respectés sans exception, même lorsque leur violation aurait considérablement alourdi ses comptes. L'activité battait son plein sur le marché aujourd'hui. Les marchands Corati se disputaient âprement les prix. Les ingénieurs Train proposaient des systèmes de vaisseaux récupérés. Des humains comme lui étaient en quête de bonnes affaires, d'aventures, ou d'un mélange des deux. L'atmosphère était saturée d'arômes de cuisine extraterrestre, d'huile lubrifiante, de décharges électriques provenant de réseaux défaillants, et de cette atmosphère viciée et recyclée si caractéristique des stations aussi anciennes et délaissées. Marcus examinait un présentoir d'instruments de navigation lorsque des voix à proximité attirèrent son attention. Un rythme particulier dans les cris lui donna la chair de poule avant même qu'il ne comprenne de quoi il s'agissait. Il se tourna vers le bruit et sentit son estomac se contracter douloureusement. Une estrade se dressait à une quinzaine de mètres de là, du genre de celles conçues pour les ventes aux enchères publiques et les présentations de marchandises. Une jeune vélirienne s'y tenait où elle ne devait pas avoir plus de 16 ans selon les critères de maturité humaine. Les véliriens étaient rares sur les marchés de la bordure extérieure. Originaires d'une civilisation relativement isolée, ils étaient humanoïdes, reconnaissables à leurs oreilles pointues et allongées, leurs traits fins et leurs yeux immenses et lumineux qui exprimaient une terreur et un épuisement profond. Ses vêtements, sales et abîmés, avaient sans doute été des pièces de valeur. Des menottes électroniques lui serraient les poignets. Elle semblait souffrir de malnutrition sévère. Le vendeur était un drocan, à la carrure imposante, arborant cette expression prédatrice que Marcus avait appris à reconnaître et à détester. Il interpellait les passants avec une agressivité commerciale démesurée. Jeune vélirienne en pleine forme. Contrat de service sous contrat, parfaitement légal selon les lois du commerce frontalier. Marchandises de qualité supérieure disponibles. Offre de lancement, 20 jetons. Marcus comprenait parfaitement ce que signifiait « contrat de travail sous contrat » dans ce genre d'endroit. Une mascarade juridique permettant aux esclavagistes d'opérer dans des zones grises juridiques. Une personne signe ou est contrainte de signer un document acceptant le remboursement d'une dette. Soudain, il s'agit techniquement de travail sous contrat plutôt que d'esclavage pur et simple. Le fait que de telles dettes s'avéraient mathématiquement impossibles à rembourser était systématiquement ignoré. Plusieurs acheteurs potentiels encerclaient la jeune fille comme des prédateurs évaluant leur proie, examinant ses dents, évaluant son état physique, débattant de son utilité potentielle pour différentes catégories de travail sur un ton qui fit serrer les poings de Marcus malgré lui. Les 15 jetons, annonça le vendeur drocan, visiblement agacé par le peu d'intérêt manifesté. Voyons, sérieusement. Ce sont des produits de première qualité. Les véliriens sont réputés pour leur capacité cognitive et leur motricité fine. Idéaux pour les travaux de précision, les tâches ménagères, bref, pour tout usage. 15 jetons, c'est presque du vol. La jeune fille scruta la foule rassemblée d'un regard affolé, presque paniqué. Lorsque son attention se posa sur Marcus, son expression changea. De la reconnaissance, peut-être. Ou un espoir désespéré. Elle avait remarqué qu'il était humain, et la façon dont elle l'observait laissait entendre qu'elle comprenait que, sur des marchés comme celui-ci, les humains agissaient parfois selon des principes différents de ceux des autres espèces.
12 jetons, s'écria le vendeur, laissant transparaître une frustration palpable. Je la laisse partir. Marcus se surprit à se rapprocher. Attiré par un instinct qu'il ne parvenait pas à définir et qu'il préférait ne pas trop analyser, il se persuada qu'il n'était qu'un simple observateur, un témoin passif des événements, sans intervenir. Et 10 jetons. Offre finale absolue avant son envoi dans des camps industriels. La jeune fille fixait désormais Marcus droit dans les yeux. Et soudain, elle prit la parole, sa voix portant clairement malgré sa peur et son épuisement évident. « Ne m'achetez pas. » Le vendeur la frappa nonchalamment, avec la brutalité mécanique de quelqu'un qui répétait ce geste sans cesse. Marcus vit des éclairs écarlates dans sa vision. « Les silences, marchandises, grogna le droquant. Les marchandises ne parlent pas. 8 jetons. Que quelqu'un retire ça de mon inventaire. » La jeune fille fit jaillir du sang de sa lèvre gercée et fixa Marcus avec une intensité désespérée. « Je vous en prie, dit-elle d'une voix tremblante mais résolue, ne m'achetez pas. Si vous m'achetez, cela entraînera destruction, obligation et conséquences inimaginables. Je vous en prie, humain, poursuivit-elle, partez simplement. Laissez quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre m'acheter à ma place. » Le vendeur la frappa de nouveau, plus violemment, et elle trébucha mais resta debout. « J'ai ordonné le silence, s'exclama-t-il de nouveau devant la foule. 6 jetons. 6 jetons représentent mon ultime offre. Que quelqu'un réclame cette maudite fille avant que je ne la jette dans le vide. » Marcus s'avançait déjà, la main tendue vers son interface de crédit, son choix finalisé avant même que sa pensée consciente ne traite ce qu'il était en train d'initier. « Je la prends, » déclara Marcus d'une voix empreinte d'une certitude absolue. 6 jetons. Procédez immédiatement au transfert du contrat. Le vendeur semblait soulagé malgré le prix exorbitant. Acquisition intelligente, humaine, vous obtenez une qualité authentique, même si elle manque de discipline. Procédez simplement au transfert, interrompit froidement Marcus. Votre discours promotionnel est inutile. La jeune fille le regardait avec une expression mêlant soulagement et horreur à parts égales. Non, souffla-t-elle. Non, je vous en prie. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous déclenchez. Je comprends que je vous arrache à cette créature sans valeur, dit Marcus en désignant le vendeur. Cela suffit amplement pour le moment. La transaction s'est déroulée avec une efficacité révoltante. 6 jetons ont été transférés du compte de Marcus à celui du vendeur. Le contrat de service a été transféré numériquement à Marcus. Le processus était d'une simplicité horrifiante, réduire un être conscient à l'état de propriété en quelques clics sur un écran. Le vendeur a désactivé les bracelets électroniques qui entravaient les poignets de la jeune fille et l'a poussée physiquement vers Marcus. Là, elle est désormais votre fardeau, humain. Lié pour une durée standard de 5 cycles, à moins que vous ne négociiez une rupture anticipée. Bonne chance avec ce spécimen. Elle n'a apporté que des ennuis à tous ceux qui l'ont manipulée. Tandis que les spectateurs se dispersaient, perdant déjà tout intérêt maintenant que le spectacle était terminé, Marcus se retrouva face à la jeune fille vélirienne qui le regardait, les larmes ruisselant sur son visage. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Tu n'aurais pas dû m'acheter. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens d'activer. Tu t'es lié à quelque chose que tu ne peux absolument pas comprendre. »« Comment dois-je vous appeler ?» demanda doucement Marcus, ignorant temporairement ses avertissements. « Lyra, » répondit-elle. « Lyra Ketani. Et toi, humain ? Quel nom dois-je retenir pour savoir qui pleurer lorsque les conséquences de ta décision t'anéantiront ? » Marcus Cole, répondit-il, et je crois que nous devrions quitter ce marché avant de poursuivre cette discussion. Pouvez-vous vous déplacer ? Je peux bouger, dit Lyra. Mais quitter cette plateforme ne change rien à ce que tu as accompli. Le lien est établi. Ton destin est désormais lié au mien, et mon destin. Là elle s'interrompit, de nouvelles larmes perlant à ses yeux. Mon destin recèle bien plus de danger que 6 jetons ne sauraient en acheter. Alors je suppose que nous allons nous en sortir ensemble, dit Marcus. En commençant par déménager dans un endroit plus sûr que ce bazar d'esclaves. Partons. Tandis qu'il éloignait Lyra de l'estrade, Marcus restait parfaitement conscient des regards curieux et hostiles qui les suivaient. La nouvelle se répandrait vite qu'un humain avait acquis la jeune vélirienne que le vendeur s'était empressé de vendre. Il n'avait aucune idée de la situation dans laquelle il venait de se trouver,
mais il comprenait avec une certitude absolue que partir laisser cette transaction se dérouler sans intervenir aurait été moralement répréhensible. Quelles que soient les conséquences de son choix, il les gérerait. Car parfois, le prix d'une action morale importait moins que le simple fait d'agir. Marcus guida Lyra à travers les couloirs de la station vers les quais d'amarrage, conscient de leur vulnérabilité dans ce quartier commercial très fréquenté. Il la dirigea vers un passage secondaire, à l'écart du trafic principal. Un endroit où il pourrait converser sans être observé par de nombreux témoins, dans un but lucratif ou de manipulation. Une fois arrivé dans le couloir latéral plus calme, Marcus fit face à Lyra. « Êtes-vous blessé » demanda-t-il. « Au-delà de la lèvre fendue que ce monstre vous a infligé ?»« Rien de permanent » répondit Lyra en touchant délicatement sa lèvre ensanglantée. « Mais vous devez comprendre ce que vous avez accompli. Vous devez le comprendre avant qu'il ne soit trop tard pour... » « J'ai besoin de connaître votre nom complet » interrompit doucement Marcus. « Vous vous êtes présenté comme Lyra Kettani. Et vous avez mentionné que mon achat avait déclenché quelque chose. Je dois savoir à quoi je suis confronté. » Lyra inspira profondément, tremblante. « Je m'appelle Lyra Kettani, la plus jeune fille de la noble maison Kettani de la souveraineté vélirienne. J'ai été enlevée il y a 4 mois par des trafiquants qui savaient qu'ils pourraient exiger une rançon importante de ma part pour ma libération. » Marcus sentit son estomac se nouer. « Vous êtes de l'aristocratie » ? « Je l'étais, » dit Lyra avec amertume. « Là avant ma capture. Avant de devenir une marchandise vendue pour 6 jetons dans les stations du marché noir. Mais voici ce que vous devez comprendre, Marcus Cole. En m'acquérant, vous n'avez pas simplement conclu un contrat de travail. Selon la loi vélirienne, vous avez activé d'anciens liens coutumiers qu'il est difficile de rompre. De quelle catégorie de coutumes de cautionnement s'agit-il ? Demanda Marcus avec précaution. Lorsqu'un vélirien est acquis auprès de trafiquants par quelqu'un qui agit pour le sauver plutôt que pour l'exploiter et lorsque l'acquisition a lieu malgré les avertissements, malgré les coûts, au mépris du profit ou de sa propre sécurité, cela établit un lien sacré en vertu de nos lois les plus anciennes. Expliqua Lyra d'une voix tremblante. Tu deviens mon protecteur et mon tuteur légal. Mes obligations deviennent les tiennes. Mes adversaires deviennent les tiens. Mon destin est désormais lié au tien pour toujours. Ce lien ne peut être rompu par la simple annulation du contrat de travail, a-t-elle poursuivi. Il a été établi dès l'instant où vous avez choisi de m'embaucher malgré mes avertissements. Les documents juridiques ne font que constater un fait déjà existant, à des niveaux culturels et juridiques plus profonds. Marcus analysa ces informations, s'efforçant d'en saisir toutes les implications. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous êtes désormais légalement responsable de ma protection et de mon bien-être selon la loi vélirienne, expliqua Lyra. Cela signifie que toute action en justice intentée contre moi peut être dirigée contre vous. Cela signifie que les ennemis de ma famille, ceux qui ont orchestré mon enlèvement, vous considèrent désormais comme un obstacle à éliminer. Elle le regarda avec une véritable angoisse dans le regard. Je vous avais mis en garde contre mon acquisition, car j'avais anticipé cette issue. J'ai tenté de vous protéger d'une catastrophe politique que vous ne pouvez ni comprendre ni fuir. Mais vous avez ignoré mon avertissement, et maintenant... Là elle fit un geste d'impuissance. Maintenant, vous êtes lié à moi, que vous le vouliez ou non. Pourquoi vous a-t-on vendu pour 6 jetons si vous êtes de l'aristocratie ? Demanda Marcus. Cela paraît incroyablement bas, même pour le marché parallèle. Le visage de Lyra s'assombrit. Parce que les trafiquants qui m'ont enlevé ont découvert quelque chose en moi qui les a terrifiés. 3 d'entre eux ont péri dans des circonstances mystérieuses le mois qui a suivi ma capture. Des incidents qui n'en étaient pas vraiment. Les trafiquants survivants étaient persuadés que j'étais maudite, que me posséder signifiait la mort pour quiconque tenterait de s'emparer de moi. Vous les avez éliminés, demanda Marcus, et sa voix ne contenait aucun jugement, simplement une curiosité sincère. Je ne sais pas, admit Lyra. J'étais tellement furieuse, tellement rongée par la rage face à ce qu'on m'avait infligé. Et puis ils périssaient. Panne de matériel. Dysfonctionnement des appareils de survie. Toujours de manière qui ressemblait à des accidents, mais qui arrivaient spécifiquement à ceux qui m'avaient fait du mal directement. Peut-être était-ce une coïncidence. Peut-être possède-je des capacités psychiques que les véliriens ne sont pas censés avoir. Peut-être le cosmos lui-même était-il enragé à mon sujet. Quoi qu'il en soit, poursuivit-elle, les trafiquants voulaient que je parte immédiatement.
6 jetons représentaient en quelque sorte une compensation pour que quelqu'un soit débarrassé de la malédiction qui pesait sur leur réseau. Ils préféraient perdre de l'argent plutôt que de me garder plus longtemps. Et vous m'aviez mis en garde contre l'achat de vos services, car vous pensiez que je finirais par mourir comme les autres, dit lentement Marcus. Oui, murmura Lyra. Je ne voulais pas qu'une autre mort pèse sur ma conscience, méritée ou non. Je ne voulais pas entraîner quelqu'un qui essayait simplement d'aider dans le danger qui m'entoure. Mais tu as ignoré l'avertissement. Et maintenant, je suis lié à toi, conclut Marcus. Le responsable de ta protection. Impliqué dans les complications politiques de ta famille. Une cible pour celui ou celle qui a orchestré ton enlèvement. Oui, dit Lyra d'un ton misérable. Je suis vraiment désolé. Vous essayez simplement de m'aider, et j'ai bouleversé votre vie en vous permettant de m'acheter. Marcus resta silencieux un long moment, assimilant tout ce qu'elle avait révélé. Voici ce que je comprends, dit-il finalement. Vous êtes une noble enlevée qui a enduré 4 mois de tourments. Vos ravisseurs sont maintenant morts ou terrifiés par vous. Votre famille vous croit probablement morte, et quelqu'un de puissant et influent voulait vous éliminer de toute succession ou considération politique à laquelle vous participiez. Oui, confirma Lyra. Et en vous achetant pour 6 jetons, je me suis rendu légalement responsable de votre protection et une cible pour vos ennemis. Oui. Bien compris, dit Marcus. Voici donc notre plan. Premièrement, nous quittons immédiatement ce poste. Quiconque souhaitait votre mort comprendra que vous avez été acheté et vendu plutôt qu'éliminé, et ils enverront des agents pour accomplir leur mission et faire taire le témoin qui vous a acquis. Deuxièmement, poursuivit-il, nous allons déterminer qui a orchestré votre enlèvement et quelle était leur motivation, car vous ne pourrez pas rentrer chez vous en toute sécurité tant que nous n'aurons pas compris la situation politique qui vous attend. Troisièmement, dit Marcus, nous allons nous assurer que vous rentrez chez vous vivant et avec suffisamment de renseignements et de moyens de pression pour que celui qui voulait votre mort ne puisse pas simplement réitérer l'opération dès votre retour. Lyra le fixa du regard. Mais tu ne vas pas tenter de rompre le lien? De te dégager de la responsabilité que je t'ai imposée. Mais tu ne m'as rien imposé, dit Marcus d'un ton ferme. J'ai choisi de t'acheter malgré tes avertissements. Je l'ai fait parce que te voir vendu comme une marchandise était inadmissible, et je ne pouvais pas laisser passer ça. Si ce choix a engendré des obligations et des responsabilités, alors je les assumerai. Choisir, c'est accepter les conséquences. Mais je suis dangereuse, protesta Lyra. Ceux qui s'approchent de moi périssent. Vous pourriez. Je pourrais aussi partir et te laisser affronter seul ce qui t'attend, interrompit Marcus. Mais je ne le ferai pas. Apparemment, nous sommes connectés maintenant. Nous allons donc traverser cette épreuve ensemble. En commençant par rejoindre mon vaisseau et quitter cette station avant que celui qui te veut mort ne réalise que tu es encore en vie. Pour la première fois depuis que Marcus l'avait observé sur ce quai, Lyra sourit où une petite expression d'espoir timide perçait la peur et l'épuisement. Soit tu es extraordinairement courageux, soit extraordinairement insensé, Marcus Cole. Probablement les deux, admit Marcus. Mais il est trop tard pour revenir sur sa décision. Allez, mon navire occupe le quai numéro 7, il faut qu'on bouge. Ils empruntèrent les couloirs de la station en direction des quais, Marcus restant vigilant et guettant tout signe de poursuite ou de surveillance. Jusqu'à présent, leur départ du marché semblait s'être déroulé sans incident. Une fois à bord de l'Horizon, le cargo usé mais fiable de Marcus et alors qu'elle se préparait à un départ immédiat, Lyra observa le modeste navire avec une expression qui ressemblait à du soulagement. Ce n'est rien d'impressionnant, reconnut Marcus en exécutant les préparatifs de décollage. Mais c'est chez moi, et il possède d'excellents moteurs en cas de besoin de départ rapide. C'est le premier endroit où je me sens un tant soit peu en sécurité depuis 4 mois, dit Lyra d'une voix douce. Ça vaut bien plus que le luxe. Tandis que Marcus finalisait les protocoles de départ et soumettait la documentation de vol minimale requise pour l'autorisation de trafic sur la station, Lyra occupait le poste de copilote et demanda « Pourquoi m'as-tu vraiment acheté ?» Toute la vérité, et pas seulement parce que partir était une erreur. Vous auriez pu signaler ce dont vous avez été témoin à la sécurité de la station, contacter les services diplomatiques véliriens ou entreprendre de nombreuses autres démarches qui auraient pu vous aider sans vous impliquer personnellement auprès de moi. Pourquoi avez-vous choisi l'option qui établissait la responsabilité personnelle la plus directe? Marcus resta silencieux un instant, réfléchissant à sa réaction tout en surveillant les séquences de départ. Parce que le signaler à la sécurité de la station n'aurait rien changé.
C'est une station où se pratique le marché noir et où l'esclavage est techniquement autorisé par diverses fictions juridiques, a-t-il finalement déclaré. Contacter les services diplomatiques véliriens aurait pris des jours, voire des semaines, et vous auriez été loin depuis longtemps ou probablement même tué si les trafiquants pensaient qu'un examen officiel était imminent. Le seul moyen d'enrayer ce qui se passait à ce moment-là était de vous retirer directement de la situation, a-t-il poursuivi. Et oui, cela impliquait d'assumer sa responsabilité et les conséquences qui en découlaient. Mais c'est parfois à cela que ressemble une véritable aide. Non pas l'option de facilité qui vous donne bonne conscience sans rien changer, mais l'option complexe qui engendre des obligations et des difficultés, mais qui résout le problème immédiat. Tu as ignoré mon avertissement parce que tu pensais que le problème immédiat l'emportait sur les conséquences à long terme, dit lentement Lyra. J'ai ignoré ton avertissement parce que je ne croyais pas qu'une conséquence à long terme puisse être pire que de partir et de laisser les choses se faire naturellement, corrigea Marcus. Avais-je raison? Je ne sais pas encore, admit Lyra. Mais je suis reconnaissante quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir acheté. 4 jours après avoir quitté Nexus Drift, alors qu'il voyageait dans un espace relativement vide en direction d'Hélioprime où Marcus espérait contacter des courtiers en renseignement qui pourraient les aider à comprendre la situation politique de Lyra, les capteurs de l'horizon ont détecté un vaisseau poursuivant. C'est un vaisseau de classe Drokan Stalker, dit Marcus, analysant les données des capteurs avec une inquiétude croissante. Rapide, lourdement armé pour sa catégorie, et il nous suit de près. Ils imitent nos changements de trajectoire depuis 3 heures. Lyra examina l'écran du capteur et son teint devint pâle. C'est l'un des navires utilisés par les trafiquants, dit-elle à voix basse. Je reconnais le profil des capteurs. Ils m'ont retenu 2 semaines sur un bateau comme celui-ci avant de me transférer au poste. Ils ont compris que j'avais été acheté et ils cherchent à éliminer les témoins. Peuvent-ils nous suivre lors des transitions en hyperespace, demande Marcus, imaginant déjà des trajectoires d'évasion potentielles. S'ils ont réussi à installer une balise de repérage, quelle qu'elle soit, pendant que nous étions amarrés à la station, oui, a déclaré Lyra. Ce sont des professionnels, même s'il s'agit de criminels terrifiés. Ils auraient pris des précautions une fois qu'ils auraient compris que j'avais été vendu. Alors nous ne pourrons pas les semer indéfiniment, dit Marcus, son esprit passant en revue les différentes options. Tôt ou tard, ils nous coinceront dans un endroit d'où nous ne pourrons pas fuir. Il nous faut une stratégie différente de la simple fuite. Quelle stratégie? Demanda Lyra. La peur, mais aussi la confiance, transparaissait dans sa voix. Elle était persuadée qu'il avait un plan, même si elle ne pouvait pas encore le discerner. Nous sommes à bord d'un cargo, pas d'un vaisseau de combat. Nous ne pouvons pas les affronter directement. Nous sommes à bord d'un cargo qui semble vulnérable, mais qui recèle quelques surprises, corrigea Marcus. Je connais des routes à travers les champs d'astéroïdes et les zones de débris que des vaisseaux plus grands et plus puissants ne peuvent emprunter à grande vitesse en toute sécurité. Nous ne pouvons pas remporter un affrontement direct, mais nous pouvons rendre leur capture extrêmement coûteuse et dangereuse. Pendant les 7 heures suivantes, Marcus mena le vaisseau Drokan à sa poursuite dans une course-poursuite de plus en plus désespérée à travers l'espace hostile. Il se faufila entre d'épais amas d'astéroïdes où le vaisseau Drokan, plus grand et plus rapide, devait ralentir sous peine de collision catastrophique. Il frôla dangereusement des phénomènes stellaires instables, cette catégorie d'espace turbulent qui perturbe les capteurs et le ciblage des armes. Il employa toutes les techniques acquises au cours de ses 12 années de navigation dans les confins de l'univers pour maintenir la distance avec un vaisseau objectivement supérieur en tout point. Le vaisseau Drokan était tenace, et son pilote expérimenté. Mais la frustration commençait à se faire sentir, et il prenait des risques croissants pour réduire la distance, commettant de petites erreurs dues à l'impatience. Ils chargent leurs armes, avertit Lyra en surveillant les écrans des capteurs. Ils tenteront de désactiver nos moteurs plutôt que de nous détruire. Ils veulent probablement s'assurer que je suis bien à bord avant de nous éliminer tous les deux. Alors nous leur donnons une raison de le regretter, dit Marcus d'un ton sombre. Il les avait conduits vers un endroit précis, une installation minière abandonnée dans un champ de débris particulièrement dense, qu'il avait déjà utilisé pour des réparations d'urgence et pour se dissimuler des patrouilles douanières trop curieuses. Quand nous atteindrons le champ de débris qui nous attend, mettez-vous à l'abri, a averti Marcus. Ça va être extrêmement violent. Il exécuta une série de manœuvres qui poussèrent les moteurs de l'horizon et ses propres compétences de pilotage à leurs limites absolues, zigzagant entre les débris avec une marge de sécurité de plusieurs mètres, utilisant la structure abandonnée de l'installation comme couverture et dissimulation, forçant le plus gros vaisseau Drokan soit à décélérer considérablement,
soit à risquer une collision avec des obstacles qu'il ne pouvait éviter à sa vitesse actuelle. Le vaisseau Drokan, exaspéré par la poursuite interminable et probablement sous l'ordre d'en finir rapidement, commit une erreur fatale. Il tenta de se faufiler à travers une étroite brèche dans le champ de débris, un raccourci qui lui aurait permis d'intercepter la trajectoire prévue de l'horizon. Mais l'espace était trop étroit pour les dimensions de leur vaisseau, et il voyageait trop vite pour faire demi-tour. La collision qui s'ensuivit avec un énorme fragment de débris ne détruisit pas le vaisseau Drokan, mais elle endommagea gravement ses moteurs et ses systèmes d'armement, le laissant dériver et endommagé dans le champ de débris. Ça devrait les occuper un moment, dit Marcus, préparant déjà une transition en hyperespace tant qu'ils étaient encore assez loin pour s'échapper sans encombre. Mais ils vont appeler des renforts et nous communiquer notre dernière position connue. On a gagné du temps, pas de la sécurité. Où allons-nous maintenant, demanda Lyra. Nous pourrions trouver des réponses concrètes et peut-être de l'aide quelque part, a déclaré Marcus. Je connais une communauté d'expatriés véliriens sur Hélioprime. Ils ont quitté la souveraineté il y a 2 générations suite à des différends politiques, mais ils conservent des réseaux de renseignement. S'il y a bien une personne capable de nous dire dans quelle situation politique nous nous retrouverons en rentrant chez nous, ce sont eux. Vont-ils nous aider? J'ai déjà travaillé avec l'un de leurs négociants, un certain Valdry, qui trafique autant de renseignements que de biens matériels, a déclaré Marcus. Il me doit une faveur, et je pense qu'une fois qu'il aura entendu votre histoire, il sera intéressé, même s'il ne me doit rien. 4 jours plus tard, après avoir effectué plusieurs transitions hyperspatiales aléatoires pour brouiller toute possibilité de repérage avant de se diriger vers leur destination réelle, ils arrivèrent sur Hélioprime. C'était un monde colonial à population mixte, comprenant une petite mais bien établie communauté vélirienne qui conservait une indépendance prudente vis-à-vis de la politique de souveraineté tout en préservant ses traditions culturelles. Marcus les a conduits directement au comptoir commercial de Valdry, un lieu qui servait à la fois de boutique, de centre d'échange de renseignements et de centre communautaire informel pour la population vélirienne locale. Valdry était un vélirien d'un certain âge, ses longues oreilles ornées de parures traditionnelles qui le désignaient comme un aîné respecté, même au sein de cette communauté d'expatriés. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut Lyra. « Cette fille, c'est Ketani, dit-il aussitôt, la voix empreinte de choc. La plus jeune fille. Elle a été déclarée morte il y a 4 mois ou tuée par ses ravisseurs, selon les rapports officiels de la souveraineté. Je suis bien vivante, a déclaré Lyra, et quelqu'un voulait ma mort définitive, pas seulement mon enlèvement contre rançon. Les plans des trafiquants ont changé parce que leur commanditaire initial a décidé qu'un assassinat était plus propre que d'attendre une rançon qui pourrait remonter jusqu'à eux. Le capitaine Cole m'a acheté à des trafiquants pour 6 jetons sur Nexus Drift, poursuivit Lyra. Ce faisant, il a activé des protocoles de liaison qui lient son destin au mien. À présent, nous sommes traqués par ceux-là même qui ont orchestré mon enlèvement, et nous devons comprendre la situation politique dans laquelle je m'expose si je tente de rentrer chez moi. Valdry regarda Marcus avec une sorte d'admiration. Vous avez acheté une fille Ketani sous la contrainte, en activant les anciens liens de protection, pour 6 jetons? Il secoua lentement la tête. Vous avez créé une complication politique et juridique d'une ampleur extraordinaire, capitaine Cole. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Je comprends que j'ai empêché qu'une jeune fille soit vendue à des personnes qui l'auraient tuée ou exploitée, a déclaré Marcus. Le reste, ce sont des détails que nous essayons d'élucider. Pouvez-vous nous aider? Valdry resta silencieux un long moment, puis leur fit signe de le suivre dans une pièce privée à l'arrière où ils pourraient converser sans être entendus. La famille Ketani compte parmi les plus puissantes de la souveraineté, expliqua Valdry une fois installé. L'enlèvement de Lyra, il y a 4 mois, a été officiellement attribué à un acte criminel aléatoire, mais des rumeurs laissaient entendre qu'il était motivé par des raisons politiques. Lorsqu'elle a été déclarée morte, ses aînés ont commencé à manœuvrer pour la succession. L'influence politique de la famille se redistribuait. Des alliances se reformaient. Si Lyra est vivante et sous la protection d'un humain qu'il a acheté sous la contrainte, tout change, poursuivit Valdry. Cela perturbe les plans de succession, soulève des questions sur les responsables de l'enlèvement et crée une complication diplomatique, car s'en prendre à une vélirienne placée sous protection humaine officielle risque désormais de provoquer des incidents interstellaires. Attendez, dit Marcus. Vous êtes en train de dire que le fait que je l'ai acheté la rend en réalité plus en sécurité politiquement? Ironiquement, oui, confirma Valdry. Le fait que vous l'ayez protégé sous la contrainte lui confère un statut légal difficilement contestable. Et comme vous êtes humain,
vous attaquer impliquerait les autorités humaines dans la politique intérieure vélirienne, ce que les familles nobles cherchent généralement à éviter. Mais cela signifie aussi que je suis une cible, a souligné Marcus. Et quiconque souhaite la mort de Lyra doit d'abord s'occuper de moi, et sera incité à nous éliminer tous les deux avant que cela ne dégénère en incident diplomatique majeur. Exactement, dit Valdry. Vous vous êtes rendu un obstacle gênant. On ne peut pas vous soudoyer ou vous menacer pour que vous la livriez, car vous êtes tenu par des protocoles qu'ils ne peuvent pas facilement contourner. L'élimination devient donc leur stratégie la plus viable. Lyra avait écouté en silence, assimilant toutes ces informations. Alors, que fait-on ? Demanda-t-elle. Je ne peux pas me cacher indéfiniment. Ma famille mérite de savoir que je suis vivante. Mais rentrer chez moi risque de déclencher une crise politique qui pourrait nous coûter la vie, à Marcus et à moi. Et il vous faut des alliés et un moyen de pression, dit Valdry d'un ton pensif. Vous bénéficiez actuellement de la protection du capitaine Cole, ce qui est un atout, mais il vous faut des preuves de l'identité des commanditaires de votre enlèvement. Des preuves irréfutables, impossibles à ignorer ou à étouffer politiquement. Sans cela, votre retour au pays vous exposera à nouveau aux mêmes ennemis. Alors, nous trouvons des preuves, déclara Marcus d'un ton catégorique. Nous retrouvons les trafiquants qui ont survécu, nous identifions leurs commanditaires et nous constituons un dossier suffisamment solide pour que les ennemis de Lyra ne puissent plus la faire disparaître. Nous faisons en sorte que le fait qu'elle soit en vie et protégée soit moins dangereux politiquement pour eux que de tenter de l'éliminer. C'est un travail dangereux, a averti Valdry. Vous enquêterez sur des personnes puissantes qui ont déjà prouvé qu'elles étaient prêtes à assassiner des membres de leur famille pour en tirer un avantage politique. Le plus dangereux encore que d'être traqué sans savoir qui nous traque ni pourquoi, demanda Marcus. C'est un argument valable, a admis Valdry. Je peux vous fournir quelques renseignements initiaux ou les noms de courtiers en information susceptibles de savoir quelles organisations criminelles ont été engagées pour des enlèvements il y a 4 mois, mais l'enquête proprement dite et la collecte des preuves, ce sera à vous. Bon, on va s'en occuper, dit Marcus en regardant Lyra. Ensemble. Lyra croisa son regard et hocha la tête, la confiance et la détermination remplaçant la peur qui l'habitait depuis Nexus Drift. Ensemble, acquiesça-t-elle. Merci, Marcus, pour tout. De m'avoir acheté malgré mes avertissements, de m'avoir protégé malgré le danger, d'avoir refusé d'abandonner même quand il aurait été plus facile et plus sûr de me laisser tomber. Merci de m'avoir fait confiance, répondit Marcus. Même lorsque vous m'avez mis en garde contre votre achat, même lorsque vous pensiez que je commettais une terrible erreur, vous avez cru que j'essayais de vous aider plutôt que de vous exploiter. Cette confiance compte beaucoup. Alors qu'il quittait le poste de traite de Valdry avec les prémices d'un plan d'enquête et une liste de contacts susceptibles de leur fournir les preuves nécessaires, Marcus réfléchissait à la façon dont 6 jetons avaient complètement transformé le cours de sa vie. Il était passé de transporteur de marchandises indépendant essayant de maintenir son intégrité morale dans un travail moralement ambigu, allié par d'anciens protocoles extraterrestres à une noble dame enlevée, puis à enquêter activement sur un complot politique qui pourrait les tuer tous les deux. Et il ne l'a pas regretté un seul instant, car renoncer à la vente de Lyra sur cette plateforme aurait été une erreur. Et parfois, faire ce qui est juste compte plus que de privilégier la sécurité. Durant les 7 mois suivants, Marcus et Lyra collaborèrent étroitement avec le réseau de renseignement de Valdry pour enquêter sur le complot d'enlèvement. C'était un travail dangereux et fastidieux. Ils devaient rester constamment sur le qui-vive, échappant aux assassins qui les traquaient toujours, tout en rassemblant des preuves sans alerter leurs ennemis de l'ampleur de leur découverte. Ils ont retrouvé la trace des survivants du réseau de trafiquants, leur offrant l'immunité en échange de témoignages sur leurs commanditaires. Ils ont suivi les pistes financières à travers les circuits bancaires parallèles, identifiant des paiements remontant jusqu'à la noblesse de souveraineté. Ils ont documenté des communications prouvant la coordination entre les ravisseurs et une personne ayant accès à des renseignements politiques de haut niveau. Peu à peu, pièce par pièce, ils ont constitué un dossier irréfutable. L'enlèvement de Lyra avait été orchestré par son oncle, le frère cadet de son père, qui la considérait comme la plus compétente de la jeune génération et, par conséquent, la plus grande menace pour la succession de son propre fils. Il avait engagé des trafiquants drogués pour faire passer sa disparition pour un acte criminel aléatoire plutôt que pour un assassinat politique. Le plan était de la garder prisonnière jusqu'à ce qu'on puisse l'éliminer discrètement, sans éveiller les soupçons, mais quelque chose a mal tourné. Les trafiquants, avides, ont tenté d'extorquer un paiement supplémentaire au-delà du contrat initial,
et l'oncle a décidé qu'il valait mieux limiter ses pertes en les faisant tuer discrètement plutôt que de continuer à traiter avec des criminels peu fiables qui risquaient de compromettre la sécurité. C'est alors que les morts mystérieuses commencèrent à se produire, des trafiquants décédés dans des accidents apparents, d'autres se persuadaient que Lyra était maudite. L'oncle donna ensuite l'ordre de régler le problème par tous les moyens. Lyra fut vendue rapidement et à bas prix à Nexus Drift plutôt que d'être tuée sur le champ, car même les criminels les plus terrifiés hésitaient à tuer directement celle qu'ils croyaient porteuse de mort pour quiconque tenterait de la posséder. Durant ces 7 mois d'enquête, la relation entre Marcus et Lyra a évolué d'une connexion réticente à un véritable partenariat, puis à quelque chose de plus profond. « J'étais terrifié quand tu m'as acheté », avoua Lyra un soir, alors qu'il se cachait dans une planque sur une station isolée, attendant qu'une autre piste se présente. « Non pas parce que je pensais que tu me ferais du mal, mais parce que je savais le fardeau que cela te représenterait. J'avais déjà causé du tort aux trafiquants qui m'avaient enlevé. Je ne voulais pas infliger le même malheur à quelqu'un qui essayait simplement d'aider. » « Quel désastre leur as-tu causé ?» demanda doucement Marcus. « 3 trafiquants sont morts le mois suivant ma capture, » dit Lyra d'une voix douce. « Écrasés par du matériel défectueux. Assaillis par des pannes de leur système de survie. Toujours dans des circonstances qui semblaient accidentelles, mais qui arrivaient à ceux qui m'avaient fait du mal directement. Les trafiquants survivants ont fini par croire que j'étais maudite. »« C'est toi ?» demanda Marcus. « C'est toi qui as causé ces morts, je veux dire ? » ?»« Je ne sais pas, » admit Lyra. « J'étais si furieuse, si désespérée, si rongée par la rage face à ce qu'on m'avait pris, et puis il périssait. Peut-être s'agissait-il d'un don de voyance que j'ignorais posséder. Peut-être d'une manipulation inconsciente des probabilités. Peut-être était-ce simplement une coïncidence, une conscience coupable créant des schémas là où il n'y en avait pas. Franchement, je ne sais pas. Mais je vous avais prévenu de ne pas m'acheter, car je croyais que je représentais un danger pour quiconque tenterait de me posséder, poursuivit-elle. Je ne voulais pas d'une autre mort sur ma conscience, méritée ou non. Je n'ai pas tenté de te posséder, a souligné Marcus. J'ai tenté de te libérer. Cela a peut-être une incidence sur la force qui te protégeait, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une simple coïncidence. Peut-être bien, dit Lyra en s'approchant de lui. Car tu es toujours en vie et en bonne santé 7 mois plus tard, malgré tous les dangers bien réels auxquels nous avons été confrontés, malgré les assassins, les complots politiques et tout le reste. Tu vas bien. Peut-être que l'univers est capable de faire la différence entre quelqu'un qui veut t'aider et quelqu'un qui veut t'exploiter. Ou peut-être, dit doucement Marcus, que vous vous trouviez simplement dans une situation terrible et que certains trafiquants ont péri à cause des risques inhérents à leur métier de criminels qui se font des ennemis dangereux. Quoi qu'il en soit, je ne regrette pas de vous avoir acheté pour 6 jetons, Lyra. Pas une seule seconde. Je t'aime, dit Lyra doucement. Je ne m'y attendais pas. Je pensais t'en vouloir de t'être attaché à moi, de t'être mis en danger, d'avoir encore plus compliqué ma vie. Mais tu m'as montré ce que signifie vraiment choisir de protéger quelqu'un, et pas seulement le prétendre. Tu as tout risqué pour m'aider alors que tu aurais pu partir à tout moment. Moi aussi, je t'aime, dit Marcus. Et je vais mener cette affaire à son terme. Nous allons te ramener chez toi sain et sauf, avec des preuves qui te protégeront de tes ennemis. Et nous allons faire en sorte que tu puisses reprendre ta vie et ta place sans crainte. 8 mois après l'achat à Nexus Drift, ils avaient enfin tout ce qu'il leur fallait, des preuves documentées de l'implication de l'oncle dans le complot d'enlèvement, les témoignages de plusieurs trafiquants ayant bénéficié de l'immunité en échange de leur coopération, des relevés bancaires attestant des paiements effectués depuis les comptes de l'oncle, via divers intermédiaires, vers les organisations criminelles, et des interceptions de communication révélant une coordination qui ne pouvait provenir que d'une personne ayant accès à des informations familiales de haut niveau. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Ils retournèrent auprès de la souveraineté vélirienne avec ces preuves, accompagnés de Valdry et de plusieurs alliés rencontrés au cours de leur enquête. Ils étaient également accompagnés de représentants des services diplomatiques humains, ce qui soulignait qu'il s'agissait désormais d'une affaire officielle relevant des obligations d'un traité interespèces, et non plus d'une simple affaire de politique intérieure vélirienne. Cette révélation a provoqué la crise politique qu'ils avaient anticipée. Face à des preuves aussi accablantes, l'oncle n'a eu d'autre choix que d'avouer et d'en subir les conséquences en vertu du droit de souveraineté. Lyra a été officiellement rétabli dans ses fonctions et son statut au sein de sa famille. Son père, immensément soulagé d'apprendre que sa fille était vivante, a publiquement reconnu le lien entre Lyra et Marcus,
lui accordant une reconnaissance formelle en vertu de la loi de souveraineté et remerciant personnellement Marcus d'avoir sauvé la vie de sa fille et de l'avoir protégée pendant des mois de danger. « Vous avez sauvé ma fille alors qu'on la croyait morte », a déclaré le père de Lyra lors d'une audience privée avec Marcus. Plus encore, vous l'avez protégée pendant des mois d'enquête, alors que vos propres hommes et vos ressources vous auraient conseillé de ne pas vous mêler des affaires intérieures de Valyria. Notre famille vous en sera éternellement reconnaissante. J'ai simplement fait ce qui me semblait juste, a déclaré Marcus. Elle avait besoin d'aide. J'étais là. C'était aussi simple que ça. C'est toujours plus compliqué que ça, dit le père de Lyra avec un léger sourire. Mais j'apprécie l'intention malgré tout. Le lien qui vous unit à ma fille est, selon notre loi, permanent, à moins que vous ne décidiez toutes les deux de le dissoudre, a-t-il poursuivi. Quelles sont vos intentions concernant ce lien et concernant ma fille? C'est entièrement à Lyra de décider, a déclaré Marcus. Je ne l'ai pas achetée pour la posséder ou la contrôler. Si elle souhaite rompre le lien et retrouver son indépendance totale maintenant qu'elle est en sécurité, je soutiendrai cette décision sans hésiter. Lyra, qui assistait à cette conversation, prit immédiatement la parole. Je ne veux pas rompre ce lien, père. Je veux le formaliser autrement, non pas comme tuteur et pupille, mais comme de véritables partenaires égaux. Je veux que Marcus reste à mes côtés tandis que nous déterminons la suite. Des années plus tard, leur histoire fut racontée à travers la souveraineté vélirienne et l'espace humain, l'histoire remarquable de l'humain qui a ignoré les avertissements et payé 6 jetons pour activer d'anciens liens qui ont transformé 2 vies et révélé un complot politique. Marcus et Lyra ont construit une vie ensemble, non pas celle, traditionnelle, de la noblesse vélirienne, à laquelle Lyra aurait pu prétendre, mais une vie qui leur était propre. Ils travaillaient comme indépendants et aidaient les personnes confrontées à des situations similaires à celles de Lyra, mettant à profit leur influence commune pour naviguer dans les systèmes juridiques humains et véliriens et protéger ainsi les plus vulnérables de toute exploitation. « Tu avais raison, tu sais, » dit Lyra à Marcus un soir, des années après ce jour sur Nexus Drift. Ce jour-là, sur le marché, quand je t'ai supplié de ne pas m'acheter et que tu as ignoré mon avertissement. Tu n'avais aucune idée des conséquences que tu déclenchais, du danger que tu prenais, des obligations que tu créais. Tu savais juste que partir était une erreur. Et je le referai sans hésiter, répondit Marcus. 6 jetons pour te sauver. C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Que risqueriez-vous pour un étranger? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous maintenant.